Et j'appelle donc les intervenants qui participeront à la table ronde. Denis Machuel de Sodexo, qui est directeur général, services, avantages et récompenses. Nicolas Bohy, qui est directeur commercial des comptes internationaux chez HP Enterprise France. Tarja Vartiainen, qui est vice-présidente finance d'American Express Europe. Catherine Nel, directrice générale adjointe à l'information à TF1. Paul Joyce, qui est vice-président opérations et services clients chez Orange Business Services. Et enfin Marianne Legnaud, qui est directrice des ressources humaines du groupe EDF. Merci Elisabeth, merci Emmanuel pour l'accueil et merci à vous six de vous être libérés pour participer à cette table ronde. Alors je vais commencer par Denis Machuel. Bonsoir. Alors le pourquoi de la mixité n'est pas notre sujet ce soir. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce le signe que autant de dirigeants et de plus en plus se mobilisent et viennent s'exprimer sur le thème de la mixité? Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Je crois que la première chose, c'est le signe d'un engagement, c'est le signe d'une conviction. C'est le cas pour Sodexo. Bon, je crois qu'on est une société on a un CEO qui est très emblématique sur ce sujet. Sodexo est reconnu, je crois, pour ses efforts en termes de diversité. Donc, je crois que si on est là, c'est parce qu'on y croit. Et aussi, je crois que c'est parce que c'est pas facile. Et moi, si j'ai aussi une raison pour être là personnellement, c'est que je trouve que c'est vraiment pas évident, qu'on fait des efforts, que c'est vraiment une politique de petits pas. Je crois que partager ensemble, ça permet d'apprendre. Je crois qu'avoir ces 12 réseaux d'entreprises, le partage, les échanges, les expériences, ça fait avancer, ça permet d'apprendre des erreurs et des bons résultats des uns et des autres. Donc voilà, je crois que ça fait partie des moyens de faire avancer la cause. Sodexo a mené une enquête sur plus de 100 filiales du groupe dans 60 pays et elle a concerné plus de 30 000 managers. Les filiales qui ont un taux de mixité plus élevé ont un meilleur taux d'engagement, une meilleure évolution de leur taux d'engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'image de marque. On mène aussi des enquêtes sur l'image de Sodexo et ce sont les entités qui ont une mixité située entre 40 et 60%. Voilà. Bon, c'est encourageant, c'est sympa. Là encore, les entités qui ont une mixité importante dans le management, 71% ont amélioré leur marge opérationnelle contre 60% pour les entités qui n'ont pas cette mixité. Donc ça nous engage évidemment, ça nous encourage à continuer nos plans de développement sur la mixité. Et ça nous a permis aussi de dire avec ça, de monter nos objectifs que nous positionnons sur la proportion de femmes. Aujourd'hui, en 2009, nous avions 19% de femmes dans le top 300. Nous sommes passés à 25 en 2015 et voilà. Et on cherche absolument à monter. Donc ça nous permet de réfléchir à quel objectif on va pouvoir se fixer pour les 5 années qui viennent. Enfin, évidemment, c'est un outil pédagogique, je disais, très très fort en interne et je pense aussi en externe, puisqu'on le partage ici. Voilà, donc ça nous encourage, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci Denis. Oui, effectivement, c'est l'outil que l'on attendait. Tarja Vartiainen, vous êtes la CFO d'Amex. Pourriez-vous nous dire quels seraient les 2-3 conseils que vous auriez à donner à des dirigeants pour accompagner les femmes vers le top, comme vous l'avez fait? D'abord, je vais parler de 2 choses. C'est vrai que le résultat, la performance, c'est le plus important. Mais dans le scorecard, il faut aussi avoir les mesures pour le développement des talents. Donc, il faut vraiment inclure ça dans les incentives. Et la deuxième chose que je vais parler, c'est le sponsorship, que je crois énormément. Donc, d'abord, c'est sûr que c'est les vrais résultats qui comptent en fin de journée. On est tous là, que vraiment results driven. Il faut faire ça. Mais pour chaque société, il faut avoir les vraies mesures pour le top management et middle management dans leurs scorecards, leurs incentives pour le développement de talent avec la mixité. C'est très important. Donc c'est vraiment les valeurs de la société, tout le monde qui commence à avoir les mêmes valeurs et parler de mixité. C'est quelque chose, pour moi, c'est pas les hommes, les femmes, il faut avoir la mixité, avoir tout le monde autour de la table pour avoir les meilleurs résultats. Ça, c'est la mixité.
Mais aussi, il y a une chose très importante, c'est la rémunération pour les hommes et les femmes. Et à mon avis, c'est quelque chose, ça devrait être facile pour la société à mettre autour de table et chaque fois, chaque année, regarder les rémunérations. Et pour moi, il faut commencer avec ça. Donc ça, c'est primordial. Et la deuxième chose que je crois énormément, c'est le sponsorship. Sponsorship, c'est différent que mentoring. Quand on fait sponsorship, on croit à quelqu'un, on fait une promesse. Et sponsorship, c'est pas quelque chose qu'on fait pour les débutants dans la société. Le sponsorship, c'est quelque chose qu'on choisit les personnes, par exemple, dans le middle management. D'abord, il faut avoir assez de femmes dans le middle management. Donc, il faut commencer avec les débutants. Mais dans le middle management, quand on veut avoir plus les femmes dans les boards, dans le COMEX, il faut faire le sponsorship. Et le sponsorship, on va choisir quelques personnes. C'est pas beaucoup de personnes, c'est assez rare. Mais on prend cette personne, on fait la suivi, on fait la promesse pour cette personne. Et on continue de travailler avec cette personne jusqu'à qu'elle finisse d'être le PDG, partie le COMEX, partie de board de cette société. Pour moi, c'est une chose qui peut faire bouger les femmes dans les entreprises. Il faut appuyer, il faut accepter que ça change. Et en fin de journée, c'est une win-win pour les hommes, pour les femmes, pour la société. On a vu dans les études sur la mixité, on gagne tout le temps. Il faut vraiment aller vers les femmes, les sponsoriser. Tout le monde en parlait de ça. Les femmes, on a besoin d'un appui un peu plus que peut-être les hommes. Peut-être ça change aussi, mais pas pour l'instant. Donc, vraiment prendre le pas vers elles et les sponsoriser jusqu'au bout. Et dans ces cas, on va avoir assez de femmes. Il faut commencer avec le middle management, mais après dans le board, dans le COMEX, etc. Alors, Nicolas Bowie, j'ai envie de vous poser la question du problème du pipeline. Dans les arguments qui sont souvent opposés à l'accession des femmes aux positions de pouvoir, la réponse est elles ne sont pas là, on n'arrive pas à nourrir le pipe. Alors vous avez fait beaucoup de travail chez HP sur ce point-là. Est-ce que vous pourriez nous en parler et peut-être nous donner deux idées générales qui pourraient s'appliquer à d'autres entreprises que HP pour justement répondre à cette question et voir comment adapter ces process pour ne plus avoir à répondre qu'il y a un problème. Bien sûr, bonjour à tous, je vais faire ça avec grand plaisir. Juste avant, je voudrais me permettre de rebondir sur l'excellent travail qui a été fait par la société Sodexo pour essayer de démontrer effectivement que la mixité permettait une plus grande performance dans l'entreprise. Et donner juste la toute petite expérience d'HP dans ce domaine. Nous avons un président, M. Gérard Carsanti, qui a été amené à mener, à présider à la destinée de l'entreprise HP avant qu'elle se sépare juste hier. Et dès le départ a voulu cette mixité et a imposé, entre guillemets, et a tout fait pour que la mixité ait lieu au niveau du comité de direction de HP France. 3 ans après, la France a été désignée par HP au niveau mondial comme un des 5 pays les plus performants au monde. Voilà. Donc je voulais juste rebondir dessus en disant, effectivement, on n'a pas réalisé cette étude, il n'y a pas que chez vous, mais dans les faits, la mixité est effectivement le résultat à l'arrivée, c'est effectivement la performance. Mais ça se joue vraiment à tous les niveaux qui sont en amont également. Quand on fait des recrutements externes, on se pose vraiment la question de pouvoir avoir autant de candidats femmes que hommes et de pouvoir respecter cette mixité. S'il y avait une leçon à retirer de ça, pour moi en tout cas, c'est qu'à un moment donné, au-delà de l'incantation, il faut être capable d'avoir des actions concrètes et d'être courageux et à un moment donné d'imposer les choses. Aujourd'hui, on a pris la décision, nous, comité de direction du groupe, en France, de décider qu'on veut impérativement avoir la possibilité d'avoir une réelle mixité. Et pour ça, pour ceux qui vont nous remplacer demain au comité de direction, on veut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Et c'est un choix que l'on assume totalement. D'ailleurs, une fois que ça a été mis en place, ça a été un épiphénomène au départ et maintenant plus personne ne se pose la question au sein de l'entreprise. C'est complètement accepté et je pense que c'est plutôt un très bon outil en termes d'ascenseur. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun manager aujourd'hui qui a la capacité de dire je ne suis pas pour la mixité. Tout le monde l'est pour la mixité. Par contre, il y a des tièdes. Quand une femme se présente sur une prise de position, sur une prise de job, elle se présente au bout de 5-10 minutes et au bout de 10 minutes, on est tout de suite dans une position où on essaye de la convaincre qu'elle a toutes les capacités pour pouvoir prendre ce job.
Et donc, en fait, tout l'entretien se passe à essayer de la convaincre qu'elle a toutes les compétences et que même si elle n'a pas toutes les compétences, on estime qu'elle a le potentiel pour le faire. Un homme qui vient pour exactement le même job, au bout de 5 minutes ou 10 minutes, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de mon président, je pense même que je l'ai peut-être fait une fois dans ma vie, a été amené à dire « Non, attends, Gérald, le job, non, j'ai toutes les compétences, fais-moi confiance, le job, il est pour moi. » Je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables par rapport à ça quand on est convaincu de la mixité, quand on est manager soi-même et qu'on a de la chance d'avoir des femmes exceptionnelles dans ses équipes, il faut véritablement tout faire pour essayer de les rassurer sur leur capacité à prendre de nouvelles responsabilités et à appréhender l'entretien d'embauche vis-à-vis de nouveaux types de managers qui ne sont pas forcément aussi ouverts à la mixité que certains peuvent l'être, de dire défends-toi de telle et telle manière, n'aie pas de crainte. Merci Nicolas. Catherine Neil, vous êtes la directrice générale adjointe de TF1, responsable des programmes. Il y a l'anecdote de votre nomination que vous racontez volontiers et qui, je trouve, est très symptomatique de certains comportements de femmes qu'on n'aurait pas nécessairement vus à ce niveau, mais j'aimerais que vous la partagiez avec nous et après on parlera peut-être plus spécifiquement des médias. C'est vrai que je crains d'être l'illustration parfaite du manque d'assertivité, en tout cas à un certain niveau, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question d'être une femme et d'être un manager. Et dans le métier que je fais, et notamment au sein de la rédaction de TF1, il y a depuis maintenant 30, 40 ans autant de femmes que d'hommes qui font ce métier, à la fois sur le terrain, sur des terrains difficiles, et au niveau de l'encadrement. Donc ça n'est jamais quelque chose, finalement, dans les postes que j'ai pu occuper, qui s'est présenté à moi. Sauf au moment où mon prédécesseur, donc qui dirigeait l'information au sein du groupe, c'est-à-dire TF1, LCI et Internet, est parti. Et non s'est tourné vers moi en disant « Bon, maintenant, c'est à toi de jouer pour l'ensemble du groupe Info. » Et c'est vrai que là, j'ai dit non, je suis pas prête. Pas tout de suite. Je veux d'abord, parce qu'on connaissait un peu des zones un peu compliquées, un peu une mini-tempête sur TF1, donc je lui ai dit non, je veux gérer et bien gérer TF1. Après, on verra. Il m'a dit ok, d'accord. Et puis il est revenu 6 mois après, il m'a dit bon, alors maintenant tu n'as plus le choix, enfin si tu as le choix, soit tu prends la totalité du groupe Info, soit quelqu'un arrive et te chapeaute. Bon, là, quand même, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Bien sûr que je prends la totalité du groupe Info. Moi-même, j'ai quelque part reproduit ce dont vous parliez. Donc voilà, il faut effectivement toujours lutter contre soi-même, c'est ce que vous disiez, toujours lutter contre son inconscient et contre soi-même, et faire en sorte, dans une entreprise, d'avoir ces pare-feux. Vous parliez des femmes exceptionnelles. La phrase de Françoise Giroud résonne souvent dans mes oreilles. Finalement, la cause des femmes aura gagné quand on nommera une incapable à un poste de responsabilité. Voilà. Voilà, moi je pense que bien sûr qu'il faut encourager les femmes exceptionnelles, vous avez raison, mais c'est toutes les femmes, comme les hommes, qui à un moment donné peuvent acquérir un savoir, une expertise et prouver qu'à un moment donné, ils sont bons dans un poste de manager. Alors parlez-nous justement de où on en est. Est-ce que vous avez l'impression que les diffuseurs embrassent cette responsabilité vis-à-vis de l'audience? Est-ce que vous voyez le contenu? Bon, vous l'avez en main, en l'occurrence chez TF1, mais est-ce que vous avez la possibilité d'agir sur son contenu de sorte que justement la mixité, que les stéréotypes ne soient pas trop reproduits? Je pense que c'est un point très important parce que vous le disiez, finalement, les parents que nous sommes ne comptent que pour une partie très infime de l'éducation globale que reçoivent nos enfants. Et la télévision, au niveau des contenus, des programmes et de l'information, évidemment, a une responsabilité importante. Il faut commencer par l'interne. Il faut commencer par travailler avec ses propres journalistes, qui, bien sûr, vous diront non, des stéréotypes... non, bien sûr qu'on n'en a pas. Enfin, nous sommes des gens très ouverts, très curieux de tous. Et puis, quand vous les mettez devant leur sujet, ou des sujets de confrères, peu importe, et qu'ils découvrent que pour faire, par exemple, 1 minute sur les courses dans un supermarché ou la problématique de consommation dans un supermarché, il n'y a que des femmes qui poussent des caddies dans leur sujet. Il n'y a jamais d'hommes. À un moment donné, vous dites moi-même, je pousse le caddie, il y a quand même des hommes, enfin je les vois, ils ne sont pas tous là, mais enfin il y en a aussi qui sont là.
Pourquoi nos journalistes, à un moment donné, ne choisissent inconsciemment que des femmes pour pousser des caddies dans un sujet que nous passons à l'antenne? Tout ça, quand on les met devant les sujets, ils s'aperçoivent effectivement qu'eux-mêmes et inconsciemment, ils transportent ces stéréotypes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez y faire? On les forme? Mais bien sûr, on a fait une formation spécifique de sensibilisation pour leur dire, voilà, c'est pas grave, hein, mais ça se soigne. Et regardez, prenez confiance, et prenez conscience, et après, prenez confiance de votre pouvoir et de ce que vous pouvez faire, mais en essayant effectivement de lutter contre cela. Et c'est une petite participation effectivement au travail de fond que tous les diffuseurs, à mon avis, ont à faire. Oui. Bien au-delà de l'information. Merci Catherine. Paul Joyce, Orange a aussi la réputation, comme plusieurs des sociétés qui sont représentées ce soir, de multiplier les expérimentations et d'obtenir d'ailleurs de bons résultats. Tout à fait, bonsoir. Peut-être commencer tout d'abord, nous sommes dans le segment de fourniture de services de télécommunications aux entreprises, donc parmi vous, à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'éléments que je vois moi-même, que j'essaie un petit peu à mon humble échelle. Mais à l'échelle internationale, je pense que nous avons aussi d'autres exemples. Je vais vous donner 2 exemples pour moi. Je reviens de l'Égypte, où nous avons un centre de compétences avec à peu près 1700 personnes. Environ un tiers de femmes, tous ingénieurs, hein, donc un tiers de femmes ingénieurs. Maintenant, lorsqu'on a commencé, on avait 0, il y a à peu près 10 ans. 15% de managers, et le numéro 2 est une femme, donc une américaine. Et nous avons lancé après des groupes, des réseaux de femmes en France, dans différents pays. Et ce qui est remarquable, c'est de voir l'évolution que cela donne. Il faut peu de choses. Moi, j'ai pu observer l'arrivée des femmes au poste de responsabilité qui a donné confiance aux femmes. Je vois l'évolution dans la société. Évidemment, c'est une société qui est différente aux nôtres et la prépondérance de l'équilibre entre le travail professionnel et puis à la maison, la société n'évolue pas aussi vite que notre entreprise. Donc, la responsabilité de role model, et après tout, nous sommes dans un segment d'entreprise, B2B, où 50% au moins de nos clients sont des femmes. Donc, c'est important que nous ayons une manière d'appréhender, de percevoir, de s'engager. Donc, cette notion de égalité aussi bien entre hommes et femmes, mais entre les différentes cultures est extrêmement importante parce que je pense que ça reste un élément déterminant dans ce que nous faisons. Donc ça, c'est un exemple où j'ai pu voir l'évolution et juste avant de préparer cette intervention, on m'a posé la question, est-ce qu'il fallait que les réseaux de femmes restent femmes ou est-ce qu'il fallait qu'elles deviennent des réseaux de diversité avec un mélange de hommes et femmes? Mais c'est important de voir des exemples. Des exemples, et j'ai écouté les exemples qui étaient donnés. Et effectivement, je retrouve souvent aujourd'hui au niveau du monde, que ce soit l'Europe, la Russie ou l'Asie, ce sont des femmes qui sont responsables des opérations pour nos clients. Donc ça fait une grande partie de notre activité, évidemment. Mais j'ai bien vu aussi cette notion de confiance peut-être en elle-même. Et j'ai écouté, est-ce que c'est tout à fait cela? Est-ce que je suis prête? Assez peu d'hommes se posent ce genre de questions, évidemment, comme on l'a entendu. Et là, nous avons une situation où c'est une Slovaque, pour parler, qui s'occupe de l'ensemble de la Russie, de l'Asie, qui est à peu près 1200 personnes dans une trentaine de pays. Et maintenant, cette personne est un conseil au niveau de la présidence. Donc, c'est elle qui est en train de travailler sur un certain nombre de projets transverses pour essayer de faire travailler différentes équipes ensemble. Parce que rester dans nos cheminées, enfin bien masculin, responsabilité hiérarchique, et chacun parle à son niveau. Aujourd'hui, les entreprises doivent se transformer plus rapidement de manière transverse. Au sein des entreprises, avec les clients. Et là, effectivement, nous voyons toute la force, finalement, que les femmes, entre guillemets, mais pas uniquement des femmes, bien évidemment, mais certaines femmes, peuvent apporter en travaillant de manière transverse, avec une certaine humilité pour faire avancer l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est 2 exemples que je voulais vous donner, donc à la fois de la responsabilité de leadership au niveau managérial, mais aussi l'évolution de postes de femmes dans un environnement technique et opérationnel. Merci, Paul. Marianne Legnaud, vous êtes DRH du groupe EDF. Est-ce que vous pouvez nous parler des, disons, 2 difficultés les plus importantes que vous avez rencontrées, les 2 blocages, et comment vous avez réussi à les surmonter? Bonjour à tous et à toutes. Merci de ces questions. Je vais bien sûr répondre à vos questions, donc plutôt avec ma casquette de DRH
qu'avec celle de femmes ou de dirigeantes, mais je pense que c'est quand même lié. Peut-être pour revenir un instant sur ce qui a été dit et que je partage profondément tout à l'heure, sur le fait que peut-être la première mesure concrète à prendre quand on veut vraiment lancer le mouvement vers l'égalité, c'est l'égalité salariale. Oui, les femmes sont moins présentes dans les comités exécutifs et les conseils d'administration, c'est vrai, mais elles ont surtout moins accès à l'emploi, moins accès à la formation et moins payées à responsabilité égale. Donc je crois que c'est ça le premier combat et le socle de la crédibilité des entreprises dans leur cause vers la mixité. Et c'est ce qu'a fait EDF en décidant un jour que oui, il fallait atteindre cette égalité salariale, et nous l'avons atteint en 5 ans dans un secteur, l'industrie, où il faut le rappeler, il y a encore des différences de salaire de 10, 15, parfois 20% à responsabilité égale entre les hommes et les femmes. Et donc pour revenir à EDF, c'est une entreprise industrielle, une entreprise technique, donc où la culture technicienne est donc essentiellement masculine, une culture d'ingénieur. Et c'est à cela que nous avons essayé de répondre en mettant vraiment l'accent, et ça c'est concret, sur l'accession des femmes à des postes de responsabilité technique et opérationnelle. Donc j'ai envie de dire, les femmes DRH, c'est bien, mais les femmes patronnes de centrales nucléaires ou de centrales thermiques, c'est mieux. Et je le dis en tant que DRH, donc vous pouvez me faire confiance. Et donc nos objectifs chiffrés, ils sont sur les femmes membres des comités de direction opérationnels, dans chacun des métiers. Et donc on se dit, là on est à 20%, dans 3 ans on sera à 25%, on mesure, dans 5 ans on sera à 30%, et on le met même dans nos accords négociés et signés avec nos partenaires sociaux. Donc on a pris des engagements sur les femmes dans les viviers de dirigeants, et on les a tenus dans l'étape de succession, dans les viviers de talents, etc. Et à un moment, on se dit, est-ce que ça va assez vite ou pas ? Et là, la réponse est souvent non. Et donc on prend des mesures beaucoup plus ambitieuses de doubler dans un temps déterminé tel pourcentage. Et j'ai envie de dire, il y a aussi des processus pour bypasser les process. Et ça s'appelle le comité des dirigeants, où on dit, voilà, qui est dans le comité exécutif, où on prend des mesures volontaristes. On fait une revue, par exemple, des talents femmes de manière régulière pour voir ce qui peut être fait sur telle et telle carrière. Pour discuter de y a-t-il des talents féminins et masculins, des compétences masculines et féminines, des valeurs masculines ou des valeurs féminines. Personnellement, moi, j'y suis totalement opposée et j'y crois pas un instant. Mais donc, c'est deuxième rendez-vous à suivre. Merci à tous les 6. Merci infiniment Marie-Christine de cette belle animation. Merci infiniment Denis, Nicolas, Taria, Catherine, Paul et Marianne d'avoir été tout à fait francs, directs, vrais. On avait besoin de ça aussi. Merci infiniment, encore.